nous avons la joie d'encore une nouvelle fois faire un partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique et de recevoir donc Monsieur Mordia et Monsieur Clerc qui viendront nous faire la présentation et un exposé ou conférence autour de leur livre « La propriété, le sujet et sa chose ». Donc c'est tiré d'un documentaire que vous pouvez voir sur Arte, comme tout un chacun. Vous pouvez le voir aussi sur notre plateforme sur Méjane Numérique. On est abonné à la plateforme d'Arte. Je vous conseille vivement parce que c'est passionnant et vous allez le découvrir aujourd'hui, peut-être que vous l'avez déjà découvert. Je vais juste vous faire un petit rappel par rapport à la bibliothèque Méjane. Donc nous allons continuer nos partenariats avec les Amis du Monde Diplomatique, bien sûr, mais nous serons fermés, du moins ce bâtiment pour travaux, à partir d'octobre. Donc s'il y a des rendez-vous, il faudra vous attendre à ce que ça soit dans les autres structures de notre réseau. Voilà. Mais on tient à continuer ces conférences qui sont toujours enrichissantes. Et je laisse la parole à Dani. Bonne conférence. Bien. Merci Céline. Tout d'abord, un grand merci à vous d'affronter les chaleurs pour nous retrouver à la bibliothèque Méjane. On tient à remercier la bibliothèque Méjane et l'ensemble de son personnel. C'est à chaque fois extrêmement chaleureux et sympathique d'organiser des rencontres ici. Chaleureux, c'est le mot. On remercie les bénévoles qui sont derrière les caméras, qui nous accueillent. Je pense qu'on peut les applaudir. Bravo. Et puis surtout, on remercie nos intervenants qui ont accepté notre invitation, donc Gérard Mordia et Christophe Clerc. Alors Gérard Mordia est cinéaste et romancier, et il s'intéresse beaucoup à l'économie, ce qui fait qu'il a des commandes régulières de la part d'Arte. Et Christophe est avocat et il enseigne à Sciences Po Paris. Et pour ceux qui suivent les émissions de Daniel Mermet, il est dans les condamnés d'avance l'avocat de la défense, ce qui l'a amené à être l'avocat de Bernard Arnault. Oui, notamment. Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac. Jacques Chirac. Donc autant dire qu'on a un homme de qualité, un avocat de... Voilà, je vais tout de suite passer la parole, Gérard. Oui. Christophe, c'est Gérard. Bonjour, eh bien, profitons qu'il ne fasse pas trop chaud. Comme Céline l'a dit, donc, notre travail est au départ un travail cinématographique, télévisuel, puisque nous avons fait pour Arte cette série qui s'appelle Le Monde et sa propriété en 4 épisodes. Donc en 4 épisodes, ça nous a semblé extrêmement frustrant d'une certaine manière, parce que la contrainte était tellement sévère que, par exemple, nous n'avons pas pu faire un épisode sur l'héritage, nous n'avons pas pu faire un épisode entier sur les formes les plus contemporaines de la propriété, les bitcoins, NFT, blockchain, etc. Et donc, ce travail, nous l'avons poursuivi sur un plan littéraire à travers ce livre, Propriété, le sujet et sa chose, de telle sorte que finalement, notre travail est un travail à 2 facettes qui s'allument de feu réciproque, c'est-à-dire à la fois le travail cinématographique nous a permis d'être confrontés à des chercheuses et à des chercheurs qui ont réfléchi à notre demande devant la caméra sur des hypothèses que nous leur soumettions sur les questions de la propriété. Ils ont été d'une certaine manière nos instituteurs. Je ne sais pas s'ils ont été nos instituteurs immoraux. En tout cas, ils nous ont permis là aussi de mener notre propre réflexion face à eux et avec eux. Et puis ensuite, on a fait ce travail littéraire qui n'appartient qu'à nous et qui n'est pas le verbatim de ce qui a été dit dans la série, mais réellement les travaux de réflexion, d'analyse, d'hypothèse que nous développons à travers ce texte. Juste, je le cite en passage parce que ça m'a fait extrêmement plaisir et j'ai trouvé l'expression à la fois curieuse et formidable. Dans Le Canard enchaîné, il y a eu une critique du texte qui était une critique extrêmement favorable, élogieuse, mais surtout
il disait une chose que j'ai trouvée très bien. Il disait que nous étions parvenus à rendre la propriété sexy. Alors, je vous propose, nous allons parler tout à l'heure de justement comment la propriété peut-elle être sexy. Je pense que l'expression est assez juste. Donc, juste pour revenir un instant sur ça, dans la série télévisuelle, le premier épisode était consacré au concept même de propriété, mais en réalité sans faire vraiment une perspective historique, juste le concept en tant que concept. Dans le livre, nous avons beaucoup développé ce point de vue-là, puisque ça fait la moitié du livre, où l'on s'intéresse à l'histoire de la propriété du néolithique à nos jours. Alors bien sûr, on fait des impasses vertigineuses, mais quand même, on fait le chemin. Et puis ensuite, il y avait trois chantiers, j'ai envie de dire. Un sur la propriété du corps. Sommes-nous propriétaires de notre corps? Et puis surtout la grande question qui est cachée derrière cela et qui est cachée aussi derrière le système capitaliste, qui est la propriété du corps de l'autre, c'est-à-dire de l'esclavage, avec grande question, y a-t-il un continuum entre l'esclavage et le travail salarié? On en discutera. Le troisième épisode était consacré à la propriété intellectuelle, la propriété de l'esprit, la propriété des données, la propriété des œuvres, etc. Et puis le dernier épisode était consacré aux grands communs que sont la terre, la mer, et puis cette idée des communs. Qu'est-ce que sont les communs? Existe-t-il des communs, etc. Tous ces éléments, nous les avons repris et profondément travaillés et développés dans le livre, ce qui fait qu'on peut lire et voir et puis passer de l'un à l'autre. Et c'est dans ce passage de l'un à l'autre, à mon avis, que la propriété devient sexy. Mais je pense que Christophe va développer sur la question. Quand on s'est mis à réfléchir sur la propriété, vous savez, moi je suis avocat, donc juriste, j'ai réfléchi à ce que j'avais appris à l'université. Alors j'étais à l'université à Assas dans les années 80, connu pour son ouverture d'esprit, où toutes les sensibilités politiques sans exception étaient représentées de la droite à l'extrême droite. C'était très pluraliste et c'était très dynamique intellectuellement, puisque c'était l'école du droit pour le droit, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est l'art pour l'art, mais sans le plaisir du regard. C'est juste, en fait, une sorte d'auto-référencement et d'auto-complaisance. Et tout ce que j'avais retenu de mes cours à l'université, c'était que pour avoir une bonne note à Assas, il fallait dire toutes les choses 3 fois. Une première fois un adage latin, la deuxième fois ce que ça veut dire en termes juridiques, et la troisième fois ce que ça veut dire en français. Et l'adage qu'il fallait retenir, c'était Nemo, alors je vais vous dire comment on nous l'apprenait, Nemo plus juris in alium transfere potest, quam ipse habet. Alors là, on dit, ça c'est du vrai droit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Vous voyez, c'est assez révolutionnaire. Si vous n'êtes pas propriétaire, vous ne pouvez pas le donner. Ça mérite bien un adage latin pour s'en persuader, pour ceux qui pensaient qu'on pourrait donner ce qu'on n'a pas. Alors évidemment, fort de ces prémices, il est sûr qu'on pouvait faire un petit livre d'une page à peu près, et que ça aurait été un petit peu court. Alors on a repris un peu la question à la base avec Gérard, et on est reparti d'une interrogation qui est bien connue, celle de Proudhon. Enfin une interrogation, une affirmation, la propriété c'est le vol. On a tous plus ou moins appris ça, première ou en terminale, la propriété c'est le vol. Alors là on se dit, bon, c'est intéressant, il va nous dire quelque chose d'intéressant. Puis alors en lisant Proudhon, on se rend compte que Proudhon jeune dit la propriété c'est le vol. Mais alors voilà que Proudhon âgé nous dit la propriété c'est la liberté. Quand même question. Alors est-ce que c'est juste la trajectoire du jeune révolutionnaire qui devient vieux conservateur? On a des exemples, ça ne serait pas le seul. Mais non, il s'en défend et il dit « je ne me contradis pas ». Il n'y a pas de contradiction entre la propriété c'est le vol et la propriété c'est la liberté. Alors du coup il a fallu lire Proudhon. Alors Proudhon c'est magnifique hein, pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas lu. C'est des pages enflammées, magnifiques, mais brouillonnes, contradictoires, insupportables, avec des moments de fulgurance absolue. Donc on trouve un peu de tout dans Proudhon, et ces deux affirmations contradictoires. Et alors ça nous amène à réfléchir comment il peut dire l'un et l'autre.
Alors la propriété, c'est le vol, c'est au fond l'affirmation selon laquelle il n'y a pas de légitimité ultime à la propriété. On ne parle pas de légalité. On peut dire qu'il est légal d'acheter un bien et de le vendre. Ça, c'est de la légalité. Mais est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'au fond, il y a une justification morale et politique à l'institution de la propriété? Alors il s'interroge, et on sait qu'il y a des grandes justifications traditionnelles à la propriété. La première, c'est celle qu'on trouve déjà chez les Romains. La meilleure des justifications à la propriété, c'est la violence, c'est-à-dire la conquête. Il y a un adage romain, que je ne vais pas vous dire en latin cette fois-ci, et qui vous dit le meilleur titre de propriété, c'est la propriété qu'on a pris à l'ennemi. Et donc ça, on sait que c'est à nous, parce qu'on le lui a pris. Voilà, il a perdu la guerre, on l'a réduit en esclavage, on a pris sa maison, on a pris ses champs, c'est à nous, c'est incontestable. Mais évidemment, pour Proudhon, au XIXe siècle, il nous dit non, on ne peut pas fonder un droit aussi essentiel juste sur la violence, historiquement. Alors, deuxième question, est-ce que ça peut venir du droit d'occupation? Et là, on voit bien, au fond, à travers les siècles, que la propriété, ça peut être simplement, je vais m'installer un peu plus loin, il n'y a personne, je m'installe, c'est à moi. Alors ça, c'est assez fort, mais le monde se rétrécit au fur et à mesure que la population grandit, donc les espaces complètement vides sont de moins en moins nombreux, et on voit bien que ça ne marche pas très bien comme fondement pérenne de la propriété. Reste le troisième fondement, qui est le fondement de John Locke. Alors vous savez, en France, on étudie beaucoup Rousseau. Quand on étudie la propriété, il y a des propos magnifiques de Rousseau. Normalement, on a étudié au moins un texte de Rousseau en première ou en terminale. Mais le grand philosophe de la propriété, c'est pas Rousseau en dehors de France, c'est John Locke, un libéral anglais qui va en faire une théorie de la propriété. Et dans sa théorie de la propriété, il fonde la propriété sur quelque chose qui est très juste, fondamentalement, c'est-à-dire le travail. Et l'exemple que prend John Locke, il se situe dans un état de nature imaginaire et il dit, voilà, je me promène, je cueille la pomme, ayant cueilli la pomme, je peux la manger et personne ne peut me la prendre. Sinon, on ne peut pas créer une société. Si je cueille la pomme et que quelqu'un peut dire « je prends cette pomme, en fait, elle n'est pas à vous, elle est à moi », il n'y a plus de société. Donc le travail, la cueillette de la pomme, le travail fonde la propriété. Alors ça, c'est très bien. L'extension du laboureur. L'extension... Alors après, il y a une deuxième étape. Ça, c'est les chasseurs-cueilleurs. Qu'est-ce qui se passe quand arrive l'agriculture? Alors l'agriculteur qui travaille la terre, le blé qu'il coupe, qu'il moissonne, c'est à lui. Là, on est d'accord. Mais est-ce que le champ devient à lui pour autant? Locke dit oui, il ne le justifie pas, et Proudhon dit non. Et Proudhon dit non, qu'est-ce qui se passe s'il s'en va? Il arrête de moissonner son champ, il part, quelqu'un d'autre se met à sa place, moissonne à sa place, et à ce moment-là, c'est le nouveau venu qui pourra jouir de la moisson. Donc forcément, dans une société capitaliste industrielle naissante du XIXe siècle, la moitié du XIXe siècle, on voit bien que si on n'a aucun de ces trois fondements de la propriété, alors la propriété n'est pas légitime. D'autant plus que dans l'idée de Proudhon, les hommes sont égaux entre eux, les hommes au sens générique, évidemment, les hommes et les femmes, on va prendre le vocabulaire de l'époque, les hommes sont égaux entre eux, et la propriété est la grande institution qui va pouvoir permettre l'inégalité, puisqu'elle s'accumule sans fin et qu'elle justifie l'inégalité par aussi l'héritage. Et donc, si on a la propriété, d'une part, on n'a pas de légitimité, et puis deuxièmement, on est sûr d'avoir les inégalités. Donc, ça ne lui convient pas, et c'est pour cette raison qu'il la critique. Mais par ailleurs, Proudhon âgé va nous dire, la propriété, c'est la liberté. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, il faut se rappeler que Proudhon, il est dans la tradition anarchiste. Et on sait bien que l'anarchie n'est pas du tout la caricature qu'on peut en faire d'un monde sans pouvoir, parce que anarchie, on sait bien que ça veut dire absence de pouvoir, mais la philosophie anarchique ne dit pas absence de pouvoir, elle dit absence de pouvoir centralisateur, absence de domination. En fait, c'est une forme de fédéralisme, l'anarchie. On est pour des pouvoirs, mais des pouvoirs au niveau local, le pouvoir dans l'entreprise par les travailleurs, le pouvoir dans les villages, dans les communautés locales, pas le pouvoir de l'État. Et donc la grande crainte de Proudhon, c'est la domination, et donc pour lui, la domination de l'État. Et si on veut résister à la domination de l'État, une façon de résister, c'est d'être propriétaire de quelque chose, c'est-à-dire son logement. On résiste bien mieux, finalement, à la domination de l'État si on a un petit quelque chose sur lequel se replier, plutôt que si on n'a rien. Et aujourd'hui, on peut l'actualiser, on peut dire quelqu'un qui travaillerait dans une usine, qui serait soumis à une domination économique, pourra mieux résister à une pression du chef d'entreprise, du patron,
S'il possède quelque chose, il aura la possibilité de dire non, je m'en vais, je vais chercher du travail ailleurs, parce qu'entre-temps, il sera déjà logé. Donc la propriété, c'est la liberté, ça veut dire ça. Et on voit qu'il n'y a pas de vraie contradiction entre les deux, puisque c'est deux approches différentes. Et la propriété, qui est la liberté, nous, on va lui donner un nom, ça va être la propriété de résistance. C'est la propriété qui vous permet de résister à l'oppression. Alors, à partir du moment où on dit qu'il y a plusieurs formes de propriété, où est-ce qu'il faut s'arrêter? Est-ce qu'on a juste la propriété de résistance? Non. En fait, on peut aller plus loin dans la réflexion et regarder, en regardant les textes, ce qu'on a fait depuis la Mésopotamie, la Grèce, Rome, le Moyen-Âge, etc. On va trouver qu'il y a beaucoup d'autres théories de la propriété qui sont développées. Par exemple, au Moyen-Âge, avec Thomas d'Aquin, apparaît la notion de propriété d'existence. C'est-à-dire, c'est la propriété de ce qui vous permet de vivre. Si cette propriété n'est pas garantie pour Thomas d'Aquin, alors vous avez le droit d'aller voler celui qui a trop pour donner à celui qui n'a pas. C'est-à-dire que Thomas d'Aquin, en fait, c'est le précurseur de Robin des Bois. D'ailleurs, ils vivent à peu près à la même époque. Parce que Robin des Bois, il n'a pas existé, mais le mythe existe bien. Et dans ce mythe, il y a voler les riches pour donner aux pauvres. Chez Thomas d'Aquin, c'est déjà comme ça. Cette vision théologique se poursuit et existe jusqu'à la Révolution française. Et le grand défenseur de ce concept, pendant la Révolution, c'est Robespierre, qui a des pages magnifiques sur la propriété d'existence. Donc on dit, voilà, maintenant on a la propriété d'existence, la propriété de résistance, et puis pour le reste, le surplus, on va en faire de la propriété de jouissance. Et on a 3 catégories de propriété. Alors à quoi ça sert d'avoir des catégories de propriété comme ça, qui sont des catégories intellectuelles, pas juridiques, entendons-nous, hein. Juridiquement, tout ça, c'est la même propriété, mais philosophiquement, on peut les distinguer. C'est intéressant de les distinguer parce que c'est un peu comme pour le mot homicide. Si vous devez réfléchir sur ce qu'est un homicide, en général, vous n'allez pas aller très loin. Parce que homicide va désigner aussi bien le contrat qui sera conclu par un chef mafieux pour faire assassiner un petit dealer, que l'homicide involontaire du chef d'entreprise qui n'aura pas pris les mesures propres à assurer la sécurité de son employé, qui sera mort dans un accident, que quelqu'un qui sera tué, une femme qui sera tuée par un mari jaloux. Et on voit bien que toutes ces relations, au fond, ne correspondent pas à des réalités identiques. À part qu'il y a bien une mort. Mais c'est un champ très ouvert. Et bien pour la propriété, c'est pareil. Si on n'a qu'un seul terme, au fond, on s'empêche de penser la propriété. Or, ce qui est important, c'est de la penser dans sa diversité. Alors nous, en tant qu'occidentaux, nourris à la tradition européenne, on a l'habitude de voir la propriété comme une propriété dont on peut jouir, qu'on peut transmettre, qu'on peut accumuler. Voilà, la propriété, elle s'accumule, elle se transmet par l'héritage. Ça nous semble être inhérent à la propriété. Quand on regarde ce qui se passe dans d'autres civilisations, on va avoir des formes d'appropriation qu'on peut appeler propriété, qu'on peut appeler appropriation, qui vont avoir toutes les mêmes caractéristiques de cette propriété, à part qu'elles ne seront pas accumulables, ou sur lesquelles on ne pourra pas faire de spéculation. Et là, on a un exemple qui est très parlant, qui est dans les îles Trobriand, c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où vous avez des îles avec des populations diverses qui les habitent. Ce n'est pas une seule population, ce sont des cultures, des langues différentes. Et ces populations ont créé au travers des siècles une institution extrêmement originale qui s'appelle la propriété Kula, K-U-L-A. Cette propriété Kula, c'est quoi? C'est une série d'objets, soit des brassards blancs en coquillage, soit des colliers rouges qui sont faits en pierre qui est précieuse pour eux. Et ces objets, les brassards, les colliers, vont circuler d'île en île, les uns dans le sens des aiguilles d'une montre, les autres dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et comment ça va circuler? Eh bien, ces biens ne peuvent être circulés que par le don. Vous recevez d'une île qui est en amont dans le cycle et vous devez redonner à quelqu'un qui est en aval dans le cycle. Alors c'est une vraie propriété, pourquoi? Parce que ce sont des objets précieux. Vous les portez dans des cérémonies, dans des parades. Ces objets ont une valeur, ils ont chacun une identité. C'est-à-dire que si un brassard a été porté par un grand chef d'une île, d'une autre île dans le cycle, vous le savez. Le prestige d'un ancien propriétaire augmente la valeur de l'objet. C'est comme si vous aviez des bijoux qui ont été portés par une famille royale, on le sait, ou par une star, enfin voilà, c'est connu. Et donc, ça a une valeur. Vous en usez comme vous voulez, tant que vous en êtes propriétaire, mais à la fin, il faut le donner. Alors vous avez le choix, vous le donnez à qui vous voulez,
à condition que ce soit une personne qui est en aval dans le cycle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une propriété, mais c'est une propriété que vous ne pouvez pas accumuler, puisqu'à un moment, il faudra donner. On ne dit pas une semaine, 2 semaines, c'est pas réglementé. Il faut le redonner à un moment, en général quelques mois ou quelques années. Il faut le redonner. Voilà. Donc vous ne pouvez pas non plus en hériter, puisque ça se transmet évidemment avant la mort du propriétaire. Alors à quoi sert une telle propriété? Vous allez me dire pourquoi ce dispositif original? Eh bien en fait ça crée du lien social. C'est-à-dire que quand vous faites ça, quand il y a des expéditions qui vont être faites d'île en île pour donner ces objets, eh bien ça va être l'occasion de cérémonies, de concours, d'échanges et de commerce, parce que ces populations connaissent cette propriété écoula, mais connaissent aussi la propriété normale, ils achètent, ils vendent, alors il n'y a pas de monnaie, mais enfin c'est des échanges, c'est du troc, de toute une série de biens utiles, que pour le coup ils échangent pour une valeur d'échange, dans une opération purement économique. Et donc dans un environnement assez hostile finalement, parce que tout autour il y a quand même pas mal d'anthropophages, ils ont créé une communauté qui est assez grande, qui se connaît et qui, par ce jeu de cette propriété écoula, va inventer une autre relation. Alors ça nous dit quoi? Ça nous dit que la propriété, en fait, c'est pas un rapport de l'homme aux choses. Parce que la propriété, c'est du droit. Et il n'y a pas de droit entre une personne et un objet. Autrement dit, Robinson Crusoe sur son île n'est propriétaire de rien. Ça ne lui sert à rien de dire qu'il est propriétaire de sa maison, de son arme. À quoi ça sert de dire ça? Il n'y a pas de droit quand on est tout seul. En revanche, la vraie définition de la propriété, c'est que c'est une relation entre les personnes à propos des choses. Relation sociale et juridique. Et cette relation sociale et juridique, on voit bien que dans la propriété écoula, ça prend une forme. Et puis aujourd'hui, dans la propriété qui est dominante actuellement, qui est la forme de la propriété marchande, qui sert à construire le marché, eh bien, cette propriété dominante raconte toute autre chose de notre société. Et on est donc confronté, en fait, à la nécessité de trouver une autre classification de la propriété. Et on en propose une, mais il pourrait y en avoir beaucoup. C'est des propositions, c'est pas un dogmatisme. On ne dit pas c'est comme ça, mais ça simplifie, on peut dire. Au fond, il y a des formes de propriété qu'on va trouver dans les sociétés traditionnelles, qui vont être des propriétés qu'on peut appeler statutaires, c'est-à-dire qui sont liées au statut de la personne, et qui correspondent en réalité à quoi? Au fait que le rapport entre les personnes à propos des choses n'est pas un rapport prééminent. En d'autres termes, je vous prends un exemple, vous vendez un champ dans certaines sociétés africaines ou en Mésopotamie, eh bien le vendeur va devoir donner de l'argent à la famille ou au village, parce que ce champ était un moyen de subsistance pour le village. Donc il va devoir en partager une partie. Voilà, ça va être une propriété statutaire qui est insérée, au fond, dans un réseau d'obligations sociales. Et puis vous avez la propriété marchande, celle qu'on connaît aujourd'hui, celle qui triomphe à partir de la moitié du XIXe siècle, qui est non, le rapport de propriété, le rapport à l'objet, le droit d'acheter, de vendre, de détruire. Usus, fructus, abusus, si on prend les termes latins, usus, l'usage, fructus, le droit de percevoir le fruit, c'est-à-dire vous donnez en location un appartement, vous recevez le loyer. Abusus, c'est le droit de vendre et c'est le droit de détruire. Cette propriété-là, qui est la propriété dominante, c'est celle qui construit le marché aujourd'hui. Et on voit bien qu'elle a un rapport avec des problématiques actuelles, les inégalités et le problème écologique, puisque le droit de détruire est inhérent au droit de propriété. Donc fondamentalement, on est construit sur un système qui nous permet de détruire la planète, dans sa dimension de propriété. Après, tout ça se régule. Mais si on en prend une lecture de propriété, on voit qu'on est dans ce type de rapport. Et puis après, vous pouvez dire, bon, il y a la propriété sociale, qui est une invention de la deuxième moitié du XIXe siècle, qui se développe avec le XXe siècle. On va avoir d'autres formes de propriété, le logement social, toutes les formes de propriété sociale. On peut même dire que la retraite est la propriété de ceux qui n'en ont pas. Donc ça rentre dans la catégorie de la propriété sociale. Donc vous allez avoir une autre forme de propriété. Et puis la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va savoir inventer une propriété écologique qui aujourd'hui n'existe pas vraiment. Il y a des tas d'approches sur la propriété écologique. On n'y est pas encore, on va peut-être en discuter. Mais le grand défi aujourd'hui, ça serait certainement le défi de la propriété sociale et de la propriété écologique, savoir comment elles s'articulent par rapport à la propriété marchande. Et nous, on ne dit pas qu'il faut faire disparaître la propriété marchande, parce que si vous allez acheter un crayon ou un livre, c'est quand même pratique de pouvoir donner de l'argent, de recevoir le livre. Mais est-ce que ça doit être le rapport de propriété unique ou ultra dominant? Pas forcément. Peut-être qu'il faut le panacher avec d'autres formes de propriété qui seront plus ouvertes, plus riches, plus diverses et plus adaptées aux défis
qui viennent. Voilà, c'est la question qu'on se soumet mutuellement et qu'on vous soumet. Oui, on peut juste sur un point, nous avons travaillé dans la conviction que ce concept de propriété était vraisemblablement le meilleur outil, voire la meilleure arme pour comprendre le monde où nous sommes. Parce que de quelque côté que l'on se tourne, on se heurte, j'ai envie de dire, aux questions de propriété. Que ce soit la propriété des biens, que ce soit la propriété des idées, que ce soit la propriété immatérielle, la propriété matérielle, la propriété du corps. La propriété est partout dans notre société et il faut évidemment analyser et comprendre ces différentes formes de propriété si l'on veut en faire la critique dans la perspective toujours renouvelée de transformer le monde. Et c'est très important parce qu'on voit que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est dite inviolable et sacrée. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans la préparation de ce texte, Robespierre avançait deux autres idées très très différentes et j'ai envie de dire absolument antagonistes à cela. Robespierre disait que la propriété devait être sous la tutelle de la loi et de la morale. Ça n'a rien à voir parce que si la conception que nous avons de la propriété aujourd'hui était gouvernée par une idée de la loi et de la morale, eh bien, tout ce que nous nommons propriété marchande aurait bien du mal à exister. Donc on comprend pourquoi ce texte, enfin la proposition de Robespierre n'a pas été retenue et qu'on a pris finalement cette référence finalement religieuse pour dire que la propriété était inviolable et sacrée. Alors, là aussi, il faut modérer les choses, puisqu'il est dit aussi que c'est inviolable et sacré, sauf quand ça s'oppose à la loi. Donc, ce n'est pas tout à fait inviolable et sacré. Mais en même temps, ce qui est inviolable et sacré, ce n'est pas la propriété des biens, c'est la propriété des droits qui nous permettent de vivre. Et là, on revient à ce que Christophe citait sur le droit d'existence et sur lequel insistait énormément Robespierre. Cette propriété qui est inviolable et sacrée, c'est la propriété de notre liberté, c'est notre capacité à se nourrir et à vivre tout simplement, à notre subsistance. Celle-là, elle est inviolable et sacrée. Celle qui est soumise à la loi et qui ne doit pas s'opposer aux droits des autres, c'est la propriété des biens. Alors, ces éléments-là sont des éléments très constitutifs de notre pensée, qu'elle soit inviolable et sacrée, auxquels Napoléon, le Code Napoléon, ajoutera une autre notion qui fera un triangle, j'ai envie de dire, puisqu'on pensera la propriété absolue, inviolable et sacrée. Donc on voit à quel point cette propriété est une fondation très profonde et extrêmement solide de la société dans laquelle nous sommes. Simplement, le fait qu'aujourd'hui la propriété marchande gouverne au fond tous nos actes et toutes nos journées fait que nous oublions la nécessité d'exprimer et de défendre les autres formes de propriété qui sont aussi nécessaires justement à notre existence. Christophe citait la propriété de résistance, la propriété statutaire, on l'espère, la propriété écologique. Et donc, il faut arrêter de penser à la propriété comme une sorte de bloc unique et monolithique et voir au contraire, presque comme dans la pensée anglo-saxonne, un faisceau de droits, différents types de propriétés qui s'appliquent à différentes situations. Et à partir de là, faire le travail critique qui est nécessaire pour accorder ces différents droits à la vie telle que nous souhaitons qu'elle soit organisée. Vous avez peut-être des questions. Alors avant de vous donner la parole, juste quelques précisions. Si vous voulez rester en contact avec nous, Martine et Magali vont faire circuler des blocs.
des bloc-notes pour que vous puissiez inscrire vos noms et adresses mail. On vous demande d'écrire très lisiblement pour que la personne qui va saisir les noms ne cherche pas trop les lettres. Voilà, donc vous pouvez y aller, Magali. Alors pour intervenir, on prend plusieurs questions. On verra, oui. Ouais. Ouais. Donc vous levez la main et puis il y a Céline qui va vous amener le micro et on va prendre plusieurs questions. Hein? J'arrive jusqu'à vous. Ouais. Donc c'est à vous qui souhaite intervenir le premier. Non, plus de questions. Peut-être je peux entamer. J'ai lu ce matin un article qui parlait de Carnac, la ville de Carnac, où il y avait tout un groupement de monolithes qui a été noté comme un site remarquable et qui a été détruit en fait pour mettre un magasin de bricolage à la place. Et du coup, là, au-delà de l'écologie et de la préservation du site, est-ce qu'il existe des lois, donc là c'est peut-être une question de droit, sur la propriété historique pour un pays ou pour, alors je sais qu'il y a les règles de l'UNESCO, les sites protégés, mais est-ce qu'il y a un retour collectif pour ce genre de... Là ça n'a pas marché visiblement puisque le site a été détruit. Hein, mais... Alors là on rentre directement dans le droit dur. Et dont je ne suis pas un spécialiste sur ces sujets, mais c'est sûr, en principe, il y a une déclaration préalable pour permettre des fouilles préventives. Et là, il n'y avait même pas besoin de fouilles, puisqu'on pouvait voir les monolithes. Donc, visiblement, le droit n'a pas été, je ne connais pas les détails, mais enfin, très certainement, le droit n'a pas été respecté, puisque la France est quand même un des rares pays qui a le plus développé sa protection des sites par ce système de fouilles préventives. Donc, ça me semble plutôt relever d'un non-respect du droit qu'un problème de la définition du droit lui-même. Mais on peut toujours améliorer le droit et le rendre plus extensif, ça c'est sûr. En principe, il y a une protection quand même de ces sites historiques a priori. Alors là, en fait, la mairie était propriétaire du site et a donc cédé le site pour le développement, on va dire, économique et malgré l'action de l'association pour protéger cela. En fait, comme la mairie était propriétaire, a priori, vous m'arrêtez si je dis des bêtises ou si le journaliste dit des bêtises, elle avait le droit, tout à fait le droit de vendre son terrain. Voilà. Alors, en fait, c'est le problème, pour revenir sur le concept de la propriété, vous êtes propriétaire, vous avez le droit de vendre et de détruire. Donc, si c'est une propriété privée de la mairie, a priori, elle a le droit de le faire. Mais ce que dit le Code civil, c'est ce que disait Gérard tout à l'heure, si on prend le Code civil dans sa rédaction d'origine, de la rédaction du Code Napoléon de 1804, on vous dit que le droit de propriété, c'est le droit de jouir de la façon la plus absolue de la chose dont vous êtes propriétaire, mais sous réserve de respecter les lois et règlements en vigueur. Ce qui veut dire deux choses. D'un point de vue du juriste, c'est très étonnant parce que moi, on m'a toujours appris que le modèle de rédaction, c'était le Code civil. Que depuis le Code civil, les législateurs faisaient énormément de lois très mal écrites. Ce texte est à l'évidence un modèle de mauvaise écriture, puisqu'on vous dit le droit, la propriété est le droit de jouir de la façon la plus absolue. Vous avez un double superlatif. C'est une grossière erreur de français. On peut en jouir d'une façon absolue ou de la façon la plus importante, on ne peut pas en jouir de la façon la plus absolue. Donc vous avez cette volonté, par cette faute de français assumée, de dire non, on est maître, charbonnier et maître chez soi. Et puis à côté, c'est une tension, c'est une contradiction, et la propriété est pleine de contradictions. On dit oui, mais quand même, on ne peut pas dire ça. Il va quand même y avoir des lois qui vont réglementer. Et là, on voit bien dans l'exemple que vous citez que d'un côté, la mairie s'est dit charbonnier et maître chez soi, je vends, et ça va être pour l'intérêt du développement économique de ma commune et de la taxe professionnelle. Et puis de l'autre côté, vous aviez des lois qui sans doute lui disaient qu'il ne pouvait pas le faire. Et on s'est trouvé probablement dans cette contradiction, et s'il a réussi à faire les choses suffisamment rapidement, le temps qu'on saisisse les tribunaux, les menhirs avaient été rasés. Voilà. Et donc là, on se retrouve dans un conflit assez traditionnel en droit. Vous avez un système juridique. On voudrait penser qu'un système juridique, c'est un système cohérent de normes, qu'il y a des règles qui sont cohérentes les uns avec les autres. C'est complètement faux. Un système juridique est un système de règles contradictoires. C'est comme ça que ça marche. Il faut que les règles se contredisent, parce que si les règles ne se contredisent pas, vous n'avez pas de latitude pour que le juge puisse se prononcer sur le cas de figure. C'est comme le Talmud. C'est comme le Talmud, voilà.
C'est comme d'ailleurs tous les grands textes religieux sont bourrés de contradictions, hein, et c'est fait exprès. C'est pas du tout, voilà, ça permet de réfléchir, de savoir comment il faut appliquer les textes. Bon. La propriété n'échappe pas à cette contradiction. La question est de savoir si, quand on dit la propriété est un droit le plus absolu d'un côté, et puis sous réserve des autres lois et règlements de l'autre, qu'est-ce qui va être prééminent? En fait, au XIXe siècle, une partie du XXe siècle, on va dire c'est bien la propriété, droit absolu, qui va être plus importante. Pas toujours, mais en général plus importante. Et ce sera en ce sens-là qu'elle sera absolue, elle sera prééminente. Et puis il y a d'autres moments où on va dire non, il faut quand même que la société ait son mot à dire. Voilà, et donc là on a un exemple typique de ce conflit qui a malheureusement c'est mal terminé, sauf à ce qu'on remette les menhirs, qu'on aille les chercher et qu'on aille les remettre en place. Voilà. Au départ, il y avait la terre et les hommes, et puis l'appropriation est arrivée pour qu'ils se sont fait propriétaires. C'est passé à l'échange entre propriétaires, et après est apparue la monnaie. Et la monnaie qui nous a mené au capitalisme que l'on connaît aujourd'hui, qui nous semble être le rôle fondamental, la clé de voûte de l'édifice, la monnaie. Aujourd'hui, et particulièrement, il y avait, je crois, une conférence, une discussion au sommet, c'est comment on allait traiter de la dette des pays qui sont soumis à ceux qui créent la monnaie. Quelle est votre position par rapport au rôle de la monnaie dans la propriété? Bien, écoutez, je souhaite que vous soyez nommé à la tête des programmes d'Arte, puisque la prochaine série que nous préparons, Christophe et moi, c'est très précisément l'argent, la dette, la finance. Donc, ce qui fera après travail, salaire, profit, le monde et sa propriété, et l'argent, la dette, la finance, une sorte de coupe géologique très précise de l'état de la pensée économique, philosophique et politique entre 2015 et 2025. Mais vous avez absolument raison de pointer ça. Enfin, je dis que vous avez absolument raison, parce que nous pensons aussi que c'est effectivement ce qu'il faut pointer de façon urgente et intéressante. Oui, bien entendu. Oui, la monnaie est la grande question. Et peut-être un mot à ajouter là-dessus. Je parlais tout à l'heure de Locke. Et vous savez, on disait propriété du fruit qu'on cueille, on est propriétaire. Locke disait propriété du champ qu'on cultive, propriété du champ. Mais Locke était quand même inspiré d'une tradition chrétienne, et donc il était gêné par l'idée du gaspillage. C'est-à-dire, je cueille une tonne de pommes, je ne peux pas manger une tonne de pommes. Est-ce que je suis propriétaire des pommes qui vont pourrir, qui vont se gâter, voilà, qui sont surnuméraires? Et il disait non, c'est très radical. Il disait à partir du moment où vous êtes propriétaire de quelque chose qui va pourrir, qui va se perdre, eh bien en fait, vous n'êtes pas propriétaire. Ça, c'est même les communistes, même les soviétiques, vous n'osez pas dire un truc pareil. Ils disent on va vous le prendre, là c'est même pas, on n'a pas besoin de vous le prendre. A priori déjà, vous n'êtes pas propriétaire. Ça c'est, on va dire, le Locke communiste. Hein. Il faut savoir que Locke, pourquoi il est très étudié, c'est qu'on peut le lire comme un Locke écologiste, socialiste, communiste, libéral, propriétariste, enfin on peut en faire toutes les lectures. Et elles sont toutes justes, ça dépend de où on s'arrête dans le texte. Donc il y a un Locke communiste qui vous dit non, attention, gaspillage, donc pas de propriété. Oui, ajoute Locke, qui quand même est un libéral dans le fond, qui finira libéral, il dit oui, mais attendez, ça c'est dans l'économie prémonétaire, et on en arrive à la monnaie. On a inventé la monnaie depuis. Donc vos pommes, vous allez les vendre, en échange, vous aurez de l'argent, et vous savez quoi? L'argent ne pourrit pas. Et là, on peut accumuler sans limite. Je trouve qu'il y a un cas d'école très intéressant. Vous avez, il sera intéressant de l'évoquer. Dans la mesure où une commune vend, c'est pas son terrain, c'est le terrain de la collectivité. Si elle vend ce terrain et que ce n'est pas inscrit dans son programme politique, est-ce qu'elle peut le vendre? C'est ça la question. Donc, quelle est la valeur de ce droit de la commune sur cette propriété collective? Je rattacherai ça à autre chose que j'ai vécu en forêt amazonienne.
où j'ai mis une journée complète de pirogue pour pouvoir manger une mangue qui était devant mon nez et je croyais être la propriété de la case dans laquelle j'étais. Non, non. C'était la propriété de celui qui avait planté la graine, qui était à une journée de pirogue. Je suis allé évidemment le rhum, je suis revenu avec l'autorisation de manger ma mangue. Voilà un autre ordre de propriété, évidemment, droit d'usage. Voilà. Donc je voudrais bien que vous répondiez surtout sur le premier, là, rigolo. Vas-y, je sais pas Oui. quoi dire. Alors, d'abord un mot sur la propriété amazonienne et sur la propriété, on va dire, dans les sociétés sans État. On a tendance à penser que la propriété aurait suivi une sorte de destin historique, que le monde aurait commencé par une propriété commune, qui se serait fragmentée en propriété privée, qui se serait transformée en propriété financière. En fait, non, pas du tout. Dès l'origine, vous avez dans toutes les sociétés des formes de propriété collective, des formes de propriété privée, des formes de propriété princière s'il y a un prince, des formes de propriété religieuse si vous avez un clergé, etc. Donc si on prend la Mésopotamie, vous avez tout ça. Vous avez de la spéculation foncière. Il y a 4000 ans, vous avez déjà de la spéculation foncière. On a les contrats d'achat, de vente, etc. On voit qu'il y a de la spéculation foncière. Dans les tribus amazoniennes ou africaines, on voit même chez les chasseurs-cueilleurs qu'il va y avoir une dimension collective, même chez les Esquimaux, on va voir les Inuits plutôt, on va trouver une forme de propriété collective, mais si vous leur dites la pirogue elle n'est pas à toi, ils vont dire si, ça, la pirogue elle est à moi. Le produit de la chasse, non, on va le partager. Ça, c'est pas à moi. Oui, j'ai chassé avec un tel, mais oui, ça appartient au village, c'est la propriété villageoise, on va le partager. Selon des règles, d'ailleurs, c'est pas sans règles, mais ça, c'est bien commun. En revanche, on va avoir de la propriété, qu'on pourrait appeler privée, si vous le voulez. Donc, effectivement, ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire que celui qui, là, la règle, ça va être celui qui a planté le manguier, il sera propriétaire de la mangue, et bien qu'on ait l'impression que tout soit collectif, vu un peu de loin, comme ça, sans s'y intéresser, on trouvera, je ne connaissais pas l'exemple, mais enfin, ça me semble tout à fait cohérent avec ce qu'on a pu étudier, ça sera bien une propriété, finalement, privée. Alors, pour la question de la propriété collective de la commune, ça pose la question en réalité des personnes morales. Votre commune, c'est une personne morale, et donc c'est une collectivité, mais c'est une collectivité à laquelle on a rajouté une fiction. Une personne morale, c'est une fiction. Il n'y a pas de... Ça n'existe pas, une commune, l'État, ça n'existe pas, une société commerciale, ça n'existe pas. Tout ça, ce sont des fictions. Ça n'existe qu'en tant que fiction, qu'en tant que représentation. Quand je dis ça n'existe pas matériellement, mais les représentations dans notre esprit existent. Donc dans le cadre de cette représentation, sanctionnée juridiquement, de la personne morale, vous nous dites, quel est le droit de cette personne morale? Est-ce qu'elle peut faire quelque chose alors que c'est démocratique et qu'elle n'avait pas dans son programme la possibilité de le faire? Alors, il y a deux réponses. Juridiquement, les programmes politiques n'engagent que ceux qui les écoutent et donc n'ont pas de valeur juridique. On le voit tous les jours. Pas besoin de faire de démonstrations. Depuis qu'on est enfant, chacun, on l'a vu absolument tout le temps. On fait des promesses et une majorité de ces promesses n'est pas tenue ou on fait le contraire. Bon, quelques promesses sont à l'occasion tenues. Donc, juridiquement, il n'y a pas de doute qu'on a le droit de faire le contraire de ce qu'on a dit. Maintenant, après, philosophiquement, moralement, en philosophie politique, évidemment, ça pose un problème, mais qui est un problème compliqué, parce que c'est aussi un problème d'adaptation aux circonstances. Si vous êtes tenu par votre engagement, qu'est-ce qui se passe si les circonstances changent? Donc c'est un problème très compliqué qui touche au fonctionnement de la démocratie. Là, on est quand même loin des problèmes de propriété, parce que c'est vrai pour tous les engagements démocratiques, et qui n'ont pas de solution simple, en réalité. On aimerait pouvoir dire qu'on est tenu totalement par ces engagements, mais ça ne marche jamais. Même aujourd'hui, la dernière réforme du Code civil, qui a lieu en 2016, avant, on disait le contrat fait la loi entre les parties. Aujourd'hui, on dit le contrat fait la loi entre les parties, sauf si les circonstances ont tellement changé qu'il ne faut plus que ça fasse la loi entre les parties. Et donc, on voit bien que le rapport d'engagement juridique, il n'est jamais aussi simple qu'on pourrait l'espérer dans un monde merveilleux.
En fait, il faut bien s'adapter aux circonstances. Alors, c'est choquant dans beaucoup de cas. Hein. Je ne dis pas que ça ne soit pas choquant, mais c'est plus un problème. Là, on s'éloigne quand même des problèmes de propriété. C'est vraiment un problème de définition et de fonctionnement de la démocratie. On peut juste rajouter une chose, que pendant la Commune de Paris, on avait institué le fait que si les députés ne respectaient pas le mandat pour lequel ils avaient été élus, ils pouvaient être récusés par l'ensemble des citoyens. Donc, évidemment, si cette règle s'appliquait aujourd'hui, il n'y aurait plus un seul homme politique en France. Oui, et dans le monde. Dans le monde. Et dans le monde. Dans le micro, parce qu'on enregistre. Ne faudrait-il pas contractualiser les programmes? On peut tout imaginer. À mon sens, ça ne marche pas. Mais on peut me dire à l'inverse que le système actuel ne marche pas non plus. Et vous avez raison. Donc je ne sais pas. Honnêtement, c'est un énorme débat qui est un peu différent et qui franchement est extrêmement compliqué. Non, c'est un tout petit problème que je me soumets là. Il y a un nouveau... Plus fort, plus fort. Oui, pardon. Il y a un nouveau copropriétaire qui est arrivé dans une copropriété que je connais bien à Aix, local, et qui habite, cette copropriété est traversée par un puits de lumière. Il s'est approprié donc une partie du puits de lumière déjà en disant le fond c'est à moi, le fond du puits de lumière c'est à moi. Mais il a ensuite fermé le puits de lumière, de façon à se faire une pièce fermée. Autrement dit, il s'est approprié la lumière. Il s'est approprié la lumière, qui est un bien commun. Ça me semble ressembler au problème des grandes bassines, où on s'est approprié de l'eau commune, qui est un bien commun également, et c'est une façon de privatiser un bien commun. Est-ce que c'est dans quel ordre de propriété est-ce que ça rentre, ça? À mon avis, ça rentre dans le cadre de l'abus du droit de propriété. Tout simplement, ça rentre dans le cadre de l'abus de droit de propriété. C'est-à-dire que, bien entendu, ce puits de lumière peut être considéré comme une servitude, l'équivalent d'un passage obligatoire à l'intérieur d'une copropriété. Quand vous avez un immeuble qui est entre deux rues, peut y avoir une servitude qui permet aux passants d'aller d'une rue à l'autre en passant en dessous. Ça s'appelle une servitude. Donc ça met en évidence cette chose dont on a déjà parlé, qu'il n'y a pas qu'une seule forme de propriété. Parce qu'il y a la propriété dans cet immeuble individuel des appartements, puis il y a la propriété commune des parties communes, et puis il y a les servitudes. Là, le cas que vous citez, c'est à mon avis une appropriation indue, justement, d'une de ces servitudes. Et sur le plan du droit, si ça devait être jugé, je pense que la personne serait absolument condamnée à démonter ce qu'il a monté pour fermer le puits. Moi, j'ai un exemple en Bretagne, à Saint-Lunaire, à côté de Dinard, où ça a été pendant 10 ans un combat parce que, je me souviens plus, il a été ministre de je ne sais quoi, avait un ministre écologie, en plus, il avait barré le chemin communal qui passait le long de la falaise pour empêcher les gens de passer sous prétexte qu'il avait une piscine et qu'on pouvait le voir dans sa piscine. Comment il s'appelait Brice Lalonde. Brice Lalonde, voilà. Et ça a été 10 ans de combat pour lui faire enlever sa porte, ses grillages, ses machins, etc. Alors il disait que c'était au nom de sa sécurité, qu'on pouvait, je sais pas quoi, pouvait le voir tout nu dans sa piscine, donc c'était terrible. Donc votre puits de lumière, c'est la même chose. Dans le micro, on enregistre. J'ai été un peu trop rapide là, c'est qu'il a fermé les côtés latéraux de la puits de lumière. C'est-à-dire qu'il a plongé le premier étage dans l'obscurité. C'est un détournement d'un bien commun, c'est vraiment la lumière du soleil qui est maintenant qui échappe à tous les copropriétaires qui doivent bien entendu passer par le premier étage pour gagner les étages supérieurs. Donc ça affecte toute la copropriété. Oui, c'est un abus de droit, il n'y a pas d'autre chose parce que... Oui. Alors c'est clairement un abus de droit. Allez plaider, hein, vous allez gagner. Je prendrai bien le dossier avec une commission sur le succès, mais je vais laisser faire des avocats locaux qui feront ça bien mieux que moi. Le problème, il n'est pas nouveau. Il y a un exemple tout à fait amusant à Rome,
qui ressemble tout à fait à votre affaire. C'était un temple où il y avait des augures. Les augures, ils prévoyaient l'avenir et ils le lisaient notamment, il suffit de lire Astérix, dans le vol des oiseaux. Et voilà que, donc ils regardaient le vol des oiseaux et ils en déduisaient si on allait être un jour faste ou un jour néfaste dans lequel on pouvait faire ou pas certains actes juridiques. C'était juridiquement très important. Les Romains étaient extrêmement superstitieux et si les augures disaient que le jour n'était pas un jour faste, certains actes ne pouvaient pas juridiquement être accomplis. C'est donc très important. Voilà que quelqu'un à Rome achète le terrain à côté du temple, construit un immeuble, puisqu'à l'époque on construisait évidemment sur plusieurs étages, et nos augures ne peuvent plus voir passer les oiseaux. Abus de droit, ils font détruire la maison. Voilà, faites comme les augures, faites détruire cet étage scélérat. D'abord, merci aux intervenants, parce que leur réflexion par leur pertinence nous pousse nous-mêmes à réfléchir sur une question qui n'est jamais posée de manière collective globale. Et je pense que ça c'est important. J'ai 3 remarques ou contributions à faire. La première, c'est est-ce qu'on ne peut pas considérer que le droit de propriété est le produit d'une histoire qui est passée par une expropriation de masse? Je veux dire par là qu'au Royaume-Uni, la loi sur les enclosures, the Enclosure Act, a détruit les biens communs qui existaient, et je parle de l'Angleterre. Et en France, il y a eu la réplique avec la loi Le Chapelier, en un sens, puisqu'il dépossède les artisans de leur outil de travail et de ce fait crée le prolétariat qui n'a plus ses outils de travail, qui n'a plus que sa force de travail à vendre. Et donc devient complètement dépendant du capitalisme en élaboration, en construction et en dynamique, étant obligé de devenir salarié, c'est-à-dire de construire un rapport de dépendance vis-à-vis du patronat. C'est ma première question. La deuxième concerne le livre. J'achète un livre, et puis par fainéantise, je ne le lis pas, je le pose sur ma bibliothèque, et j'ai un ami qui vient chez moi qui lit le livre. À qui appartient le livre? Celui qui l'achète ou celui qui le lit? Formellement, si on applique ce que j'ai écouté du juriste, la propriété libérale fait que le livre m'appartient, c'est-à-dire j'en ai l'apparence, la détention de l'objet, mais la réalité du corps, c'est-à-dire ce qui est contenu dans le livre, ne m'appartient pas. C'est bien celui qui lit le livre à qui appartient le livre. D'où le rôle très important des bibliothèques pour l'appropriation véritable et collective du contenu culturel dans lequel se trouvent les livres. Troisième remarque, elle est très très personnelle, je la réfléchis en ce moment, je voudrais opposer congés payés à tourisme. Pour moi, les congés payés, c'est le résultat d'une histoire de lutte collective qui a permis à des ouvriers d'obtenir un droit à repos sans aller au tripalium. Et c'était 15 jours au début. Le tourisme, pour moi, c'est la financiarisation des congés payés. C'est transformer les congés payés en un seul outil financier, support à financiarisation. Et dit autrement, est-ce qu'on ne peut pas dire que le tourisme est une dépossession des congés payés? Si tu es touriste, tu dois consommer les biens et les services que te propose le système touristique et pas autre chose, alors que être vacancier, c'est se construire et se projeter ses propres vacances. La première, je laisserai la deuxième sur la culture. Sur votre première question, est-ce que toute propriété n'est pas à l'origine une expropriation? Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des théories de légitimité de la propriété qui sont plus larges que la question que vous évoquez. Je vais y venir sur les communs. À l'origine, d'où vient la propriété? On l'a dit, soit c'est une appropriation violente. Dans le cadre de l'esclavage, on n'a pas parlé de l'esclavage, mais l'esclavage, c'est quand même une forme de propriété des corps. C'est aussi, à l'origine, une appropriation violente. On justifiait officiellement, enfin dans les textes antiques,
on justifiait l'esclavage, qui était un esclavage en grande partie de capture, donc les captifs à la guerre. On disait, comme on a le droit de tuer les prisonniers de guerre, hein, c'était le contraire de la règle aujourd'hui, comme je peux les tuer, eh bien, au fond, je peux les réduire en esclavage. Au fond, je leur rends presque un service. L'esclavage est un service que je rends. Voilà, comme ça donnait bonne conscience à tout le monde. Bon. Alors, vous voyez bien que là, il y a une appropriation violente. Quand on fait la conquête des Amériques et qu'on dit « Oh, bah, il n'y a pas de propriété chez les Amérindiens, donc on peut prendre », ils ne connaissent pas la propriété. C'est complètement faux. Ils ont une forme de propriété statutaire et on va la leur prendre. Et donc, c'est aussi une dépossession violente. Donc déjà, sur ces grandes masses-là, on a de la violence. La propriété est le lieu d'une violence. C'est aussi le lieu d'une pacification, hein, je le dis aussi, parce qu'un monde sans rapport de propriété serait un monde beaucoup plus violent. Si tout le monde peut prendre n'importe quoi, n'importe qui, à n'importe quel moment, c'est un peu le chaos. C'est une force pacificatrice, c'est une force qui s'inscrit dans un rapport de violence. Alors maintenant, pour venir au commun que vous citiez, vous avez cité l'Angleterre. Et l'Angleterre est l'exemple type. En réalité, le problème se pose absolument partout. Les communs, c'est que depuis la plus haute antiquité, vous aviez un rapport d'appropriation qui était un vrai rapport de propriété qui vous disait, par exemple, que le seigneur qui avait des terres, après la récolte, devait laisser ses terres libres pour qu'on puisse venir faire paître ses bêtes sur cette terre-là. Et glaner, ramasser, etc. Ce n'était pas une tolérance, ce n'était pas un droit contractuel, c'était un droit de propriété. Et donc, c'était perçu comme ça, c'était conçu comme ça. Tout ça, c'est des représentations. C'était représenté, conçu et protégé par les tribunaux comme un rapport de propriété. Et qu'est-ce qui va se passer en Angleterre, vous le citez, c'est pas simplement une loi, hein, c'est 4 siècles de combat des seigneurs ou de propriétaires terriens qui vont essayer d'empêcher, de faire disparaître ce droit parce que ça les gêne, à plusieurs titres. Ça les gêne au XVIe siècle parce qu'ils veulent développer l'élevage du mouton. Et quand on a du mouton, on ne peut pas avoir en même temps des gens qui font paître d'autres animaux. Bon. Et puis, il faut des haies pour séparer et enclore les moutons. Nous, on a l'habitude des haies, on pense que la haie est naturelle, mais en fait non, il n'y a pas de haie à l'origine. La haie, c'est un truc, ça fait de l'ombre, il y a des animaux. Nous, c'est très écologique, c'est très bien aujourd'hui. Mais historiquement, il n'y en avait pas. Et ce qui était mal, ce qu'on reprochait aux seigneurs, c'était de planter des haies. Ça, c'était le mal absolu. Il y avait dans les révoltes paysannes anglaises, de ceux qui jouissaient des communs et qui en étaient dépossédés, c'était brûlons les haies, détruisons les haies, qui nous empêchent d'accéder à nos terres communes. Donc il fallait brûler ces haies pour restaurer cette propriété commune qui disparaissait progressivement, alors qu'elle a disparu de façon violente. Et au XVIe siècle, on a des textes très beaux. Par exemple, dans l'Utopie, le texte de Thomas More, qui est le grand texte fondateur, enfin un des grands textes fondateurs des utopies, l'utopie de Thomas More, qui est écrit vers 1516. À l'époque, il n'est pas encore chancelier du roi Henri VIII, mais c'est déjà un personnage important. Il décrit dans des pages absolument magnifiques les conséquences de cette dépossession, et il décrit des villages vidés, des gens qui meurent, des gens qui partent en ville, qui se paupérisent. Et on voit d'ailleurs une paupérisation très forte en quelques décennies, hein, qui fait qu'il y a des bandes de vagabonds. Et on sait qu'il y a un roi qui quasiment fait pendre 2% de la population pour s'opposer aux conséquences de ce phénomène. Et le roi s'opposait d'ailleurs. Hein. Les seigneurs étaient pour cette appropriation privative. Le roi tentait de s'y opposer sans succès. Et donc sur 4 siècles, ils ont effectivement fait disparaître l'essentiel des communs. Mais en France, en fait, on a fait la même chose de façon beaucoup moins violente et beaucoup plus tardive. Mais en France, au XVIe siècle, vous aviez autant de communs qu'en Angleterre. Au XXe siècle, vous en avez aussi peu en France qu'en Angleterre. Les communs ont quasiment disparu, les communs agricoles. Il en reste, mais il n'y en a plus beaucoup. Et donc nous, on l'a fait plus discrètement, on l'a fait plus tardivement. C'était peut-être plus facile parce que la population qui ne pouvait plus vivre des communs pouvait aller travailler dans les usines ou les manufactures. Donc ça s'est peut-être fait plus simplement, mais ça a été quand même toujours extrêmement violent. Donc oui, voilà, ça illustre très bien un des points centraux, hein, du rapport à la propriété qui est la violence. Gérard, tu voulais dire sur la culture? Oui, sur le livre, votre remarque est magnifique parce que, en fait, ça ouvre plutôt une porte à la philosophie. Sur le plan du droit, à mon avis, celui qui achète le livre, qui achète l'objet, en est le propriétaire. Ensuite, en tant qu'auteur, j'aime penser qu'au contraire,
seuls ceux qui lisent le livre en sont les propriétaires, c'est-à-dire profitent du fructus, des fruits de ce qui est écrit, et que le droit de jouissance de cette lecture appartient bien évidemment à celui qui en a l'usage. Mais votre remarque, on pourrait écrire là-dessus, parce que c'est vraiment un très bel exemple justement de la séparation entre usus, fructus et abusus, puisque en tant qu'acheteur, vous en avez vraiment la propriété, le fruit en est au lecteur, et l'abusus, il peut être partagé, parce que celui qui a acheté le livre peut trouver que vraiment ça ne sert qu'à caler une armoire ou à remplir le sac poubelle, mais ça peut être aussi le lecteur qui, détestant ce qu'il vient de lire, le déchire et abuse de son droit. Donc non, la formule est très, à mon avis, très riche sur le plan littéraire. Mais encore une fois, j'insiste, c'est vrai que pour moi, celui qui lit est le réel propriétaire de ça. Et on a cité d'ailleurs une idée qui m'est très chère et que je trouve très belle, qu'avait exprimée Borges, qu'il n'y avait en réalité qu'un seul livre qui s'écrivait depuis l'invention de l'écriture, qu'il n'y avait qu'une seule chose qui s'écrivait, que l'humanité s'écrivait, et ça c'est magnifique. Et sur votre exemple entre congés payés et tourisme, bien sûr, on voit bien là aussi ce qui est une propriété sociale, les congés payés, qui est détourné de son objet pour passer dans le registre de la propriété marchande, le tourisme et la consommation. Votre analyse est tout à fait pertinente. Je rebondis juste sur le livre, hein, parce que c'est un petit peu mon métier. Je pense que vous oubliez un acteur, tous les deux, c'est l'éditeur, qui est quand même un maillon qu'il ne faut pas oublier, parce que où se situe-t-il voilà, dans cette chaîne-là? Est-ce que lui aussi diffuse une pensée? Est-ce qu'un éditeur a un parti pris aussi? Voilà, donc je ne sais pas si ça peut alimenter. Je passe là, juste une question avant. Bonjour. En plus, sur S320, pourquoi un Covid? Parce que ici, en plus, le règlement pour tout le monde, le masque avant, dans l'époque, parce que pourquoi le président, c'est le même, Madame Macron, il a dit, ouais, on mettrait les masques, et c'est pas vrai. Pourquoi? Vas-y, réponds. C'est pas vrai. Porter le masque, c'est une question de théâtre, au fond, vous savez. C'est toute la question du théâtre que vous posez là. Et sur ces sujets du théâtre, je crois que le mieux placé pour répondre, c'est Gérard. Bien, porter un masque suppose de pouvoir l'enlever. En nous incitant à porter le masque, en réalité, le président Macron se démasquait, montrait à la fois ce qu'était son ambition de dirigeant et sa capacité à nous donner des ordres que nous étions incapables d'estimer à leur juste valeur, puisque nous ne savions pas sur quoi reposait le commandement qu'il nous faisait. Donc le masque reste énigmatique. Et on peut ajouter... On peut ajouter d'ailleurs que la notion de personne, vous savez, ça vient du masque, c'est la parole qu'on porte à travers le masque. Eh bien, par les propos qu'il tenait, Emmanuel Macron révélait que son nom est personne. Je voulais juste revenir sur ce dont vous avez parlé à plusieurs reprises, sur l'usus, fructus et l'abusus. En droit français, il y a ce concept-là, et depuis quelques années, pas très longtemps, on commence à avoir une propriété plurielle avec
nombreux copropriétaires, il me semble que c'est en Savoie ou dans le Jura, où des copropriétaires achètent des forêts pour ensuite, justement, ne pas les user, ne pas s'en servir, ne pas les faire fructifier et ne pas les abuser, dans une démarche écologique assez radicale. Et j'ai l'impression que ça rentre un peu en contradiction avec justement la définition du droit que vous avez donné. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ça peut être pérenne dans ce cas-là, ces démarches-là qui visent à changer le fonctionnement de la propriété, sachant que le droit est assez contradictoire. Il y a quand même une propriété en droit avec un certain nombre de copropriétaires, mais les conditions de cette propriété ne sont pas réellement respectées. Donc je pense que c'est absolument pas contradictoire avec le droit, tout au contraire, c'est l'expression même du droit, puisque dans le droit, dans l'abusus, il y a le droit de faire ce que l'on veut de sa propriété. Et si l'on veut n'en rien faire, on peut exercer ce droit. Et ceux qui achètent de façon collective une forêt pour la laisser telle qu'elle est, exercent parfaitement leur droit de propriétaire en n'y touchant pas. Donc c'est pas contradictoire. Alors, et bien entendu, c'est pérenne, puisque ça repose sur un droit de propriété qui est garanti par l'État et garanti par la loi. Donc non, il n'y a pas de contradiction. Mais c'est certain que ça peut servir finalement d'alerte sur justement tous les exemples contraires où l'on voit des terres accaparées pour des usages qui sont à terme destructeurs de la nature. Et donc, c'est une forme de résistance de faire ce type d'action, et espérons que cette résistance grandira. Mais on n'est pas tout à fait dans cette perspective-là, dans la perspective économique et politique actuelle. Je veux dire, l'accaparement des terres agricoles, soit pour la construction, soit pour l'industrie, soit simplement, ou même pour l'industrie agricole, est très largement majoritaire, et c'est visiblement la doxa du gouvernement qui tient un double discours en disant oui, on s'intéresse beaucoup à ça, mais au fond on laisse faire notamment la FNSEA qui fait absolument ce qu'elle veut. Donc votre exemple de forêt me paraît un très bon exemple d'un usage moral, je dirais, du droit de propriété et d'une forme de propriété de résistance. Donc on revient à Proudhon, la propriété c'est la liberté. Et la liberté c'est de lutter contre l'État. Voilà l'exemple. Oui, bonjour, merci pour ces interventions de qualité. Donc si on fait un petit peu le bilan, notamment la fin de votre livre, vous parlez qu'on est à un moment un peu à la croisée des chemins, différents modèles de propriété. Donc probablement qu'il y en aura peut-être plusieurs, je vous rejoins. Et justement, ce concept de propriété, donc usus, abus, fructus, est tellement ancré aujourd'hui dans nos consciences. Donc, et moi, ma conviction, c'est que tout changement passe par l'éducation. Donc, quelle est la place de l'éducation pour vous dans le futur de la propriété, en fait? Parce qu'on n'entend pas parler tant que ça, en fait, dans nos cursus. Husserl, John Locke, Rousseau. Voilà, merci. Je pense que la fonction d'éducation, elle est fondamentale. En tournant la série, en écrivant le livre, au fond, nous nous étions donné 3 contraintes. La première contrainte était de raconter l'histoire, parce que simplement cette histoire, on ne peut pas supposer que tout le monde la connaisse, donc raconter l'histoire, rentrer dans un récit. Deuxième contrainte, celle que vous venez de citer, donner au fur et à mesure de ce récit les moyens aux spectatrices, aux spectateurs, aux lectrices, aux lecteurs, à chacun d'entre nous, finalement, de la comprendre mieux, de façon plus pertinente, plus approfondie, etc. Et qu'il y ait d'assumer, en réalité, une dimension pédagogique. Je crois que c'est essentiel, et je crois que dans notre travail, c'est pas un objet, mais c'est une contrainte que nous nous sommes donnée en se disant, oui, il faut que, d'abord pour nous-mêmes et pour les autres, qu'il y ait cette contrainte pédagogique. Et la troisième contrainte que nous nous donnions, et que nous avons toujours tenue, c'est de maintenir le suspense. Parce que, comme vous venez de le citer,
il n'y a pas de réponse univoque à la question de la propriété. Et il faut toujours finalement terminer sur une interrogation plutôt que de se risquer à une conclusion péremptoire dont on peut être certain qu'elle est fausse. Mais vous avez raison d'insister sur justement l'enseignement. C'est vrai que j'ai pas du tout, j'ignore absolument les programmes scolaires, mais j'imagine que la question de la propriété est absolument absente des programmes scolaires, ou peut-être fait une ligne quelque part dans je ne sais quel domaine, peut-être en histoire ou en économie, mais enfin je ne crois pas. Encore poser un cas d'école urbain. On n'est pas à Lyon, on est à Aix-en-Provence. La population découvre qu'un usage ancestral, grosso modo 120 ans, 5 générations d'une famille, d'une indivision, qui laissait un passage dans ce qu'on appelle le passage à gare. Au bout du compte, l'indivision, au bout du compte, bien après, on n'a pas vu l'acte d'indivision, le contenu, ça dure aussi longtemps, il doit bien y avoir quelque part quelque chose dans l'acte d'indivision. Donc la propriété vient d'être vendue. Et d'un seul coup, l'usage qui était là de tous les exploits qui traversaient ce lieu et qui économiquement est important, c'est la relation entre le cours Mirabeau et la place du Palais. Ah oui, c'est très intéressant. C'est un cas, c'est pas une traboule, mais ça l'est, mais sans droit que le traboule. Et là, la question qui peut se poser, que moi je pose en tout cas, on a plein de juristes, on devrait bien trouver une solution. Ça fait donc plus de 120 ans, grosso modo, que les Aixois usent de ce passage. Y a-t-il possibilité d'acquisition trentenaire de la population sur le droit de propriété, en termes de passage? Là, je reviendrai dans mes sociétés amazoniennes, il n'y aurait pas de problème. Mais là, il y a vraiment un problème. C'est une étude. Oui. Alors là, vous avez raison. Aix, c'est quand même la cité française des juristes. Donc je pense que vous êtes très bien équipés pour traiter le sujet. Vous avez raison, il y a un principe de prescription acquisitive, ou d'usucapion, qui est un principe qui est aussi vieux que la propriété. On le retrouve en Mésopotamie il y a 5000 ans. Donc ce principe, il existe. C'est un principe fort. Après, il y a des conditions juridiques, je ne vais pas rentrer dedans parce que là, tout le monde va s'endormir tout de suite. C'est du droit, et le droit, c'est pas très rigolo quand on fait du vrai droit juridique. Voilà. Quand on le fait comme ça, ou on traite de la propriété, c'est amusant, mais sinon, bon. Donc il y a des conditions, et il faut voir si ces conditions sont réunies. Normalement, vous avez raison, la prescription acquisitive en matière immobilière, c'est selon les cas qui sont différents, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Bon. Après, est-ce qu'on peut avoir une prescription acquisitive collective? C'est une question compliquée. Je comprends qu'il y a des occupations quand même privatives individuelles, donc est-ce qu'elles peuvent s'opposer? C'est le principe des servitudes de passage. Les servitudes, ce sont ce qu'on appelle des droits réels. Les droits réels, c'est attaché à la chose. Res, c'est la chose. Le droit réel, ce sont des quasi-droits de propriété. Donc normalement, vous pouvez prescrire cette propriété, c'est-à-dire acquérir un droit de propriété par l'usage. C'est-à-dire, au fond, transformer un rapport de fait qui est une possession. La possession, c'est un rapport essentiellement de fait. Par l'usage, par le temps va vous donner le droit de propriété ou le droit de servitude, quasi-droit de propriété, sur l'objet considéré. Donc certainement, il y a matière à discuter. Après, la jurisprudence sur le sujet, elle est complexe, elle est ancienne, il faut regarder les détails, mais vous ne laissez pas faire, il y a matière à. Mais la commune... Micro. La commune ne souhaite pas intervenir et dit que dans une rencontre avec le nouveau propriétaire aurait juré, sans l'indiquer ni l'inscrire à l'acquisition. Un certificat de passage, par exemple, simplement, vous n'en demandez pas plus. Donc, qui peut rester en justice pour cette acquisition trentenaire? Une association, un individu, qui? Alors là, il faut regarder qui a qualité pour agir. Il y a une solution très simple à votre problème, hein, monsieur, je vous l'indique, alors qui est vraiment la plus simple de toutes. Vous vous présentez, vous faites élire maire
Et là vous décidez. Je pense que d'ailleurs, tout le monde est prêt à voter ici pour vous. Donc, je vous y engage. Par chance, personne n'est propriétaire de l'univers. C'est une chance. Donc l'univers n'est pas propriétaire, il devrait rester libre. Libre et toujours intact, si j'ose dire. Et pourtant, l'univers maintenant est traversé de trains de satellites. Je parle de l'univers, parlons de la planète. La planète, quand même, le cœur de la planète, personne n'est propriétaire. Et pourtant, parce que chaque jour, l'écologie nous apporte des mauvaises nouvelles, si je veux dire, par rapport à l'écologie. Donc j'ai appris, il y a quelques jours, que en puisant sur les ressources aquifères des tréfonds de la Terre, la planète, notre planète, avait bougé de 80 cm par rapport à la rotation. 80 cm. Parce qu'on a trop puisé d'eau dans cette planète. J'ai appris il y a 2 jours que les Chinois creuser un puits qui actuellement va faire peut-être 10 000 mètres de profondeur ou plus. Pour l'instant, c'est les Russes qui ont le record de profondeur du puits. Je veux dire, il y a quantité d'appropriation de l'univers. Je ne parle pas de l'appropriation des fonds marins, par contre, ils sont là, par contre, on les connaît, les fonds marins. Mais l'appropriation du cœur, alors là, enfin bref, ça soulève une quantité de questions, et pour moi, je suis quand même très très pessimiste. Bref. Je vais te laisser sur les communs. Votre première affirmation, personne n'est propriétaire de l'univers, est sujet à débat. Parce que pour ceux qui ont lu ou vu The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, vous savez que le début de ce roman de 1978, c'est vous avez quelqu'un qui est dans sa maison et il y a une voix qui traverse toute la Terre qui dit conformément à ce qui vous a été notifié à Alpha du Centaure, la planète va être détruite pour laisser passer la place à une autoroute galactique. Et donc il dit mais qu'est-ce qui se passe, je m'y oppose, et on lui répond bah non, vous aviez 200 ans pour faire opposition à Alpha du Centaure, là maintenant il y a une autoroute privée qui va passer, on va faire exploser la Terre, et il y a quelqu'un qui le sauve, in extremis, et la Terre explose. Et donc là, on n'est pas absolument sûr que la Terre n'est pas la propriété d'entités extraterrestres. C'est pas sûr. Relisez Hitchhiker's Guide to the Galaxy, c'est le début du roman, ça montre très bien qu'au fond, on n'en sait rien. Voilà. Pour le reste, Gérard. Non, mais c'est vrai que voilà une des grandes failles, au fond, que nous n'avons pas pu explorer, qui est celle de la propriété de l'espace. On en a beaucoup parlé avec Jean-Pierre Bibring, qui est un astrophysicien qui dirige les grosses opérations françaises dans l'espace, et c'est vrai qu'il y a un combat actuel pour l'occupation de l'espace, et qu'il y a un combat de nature stratégique et politique, et essentiellement militaire. Donc ceux qui vont accaparer l'espace, c'est-à-dire pour l'instant les Américains, les Russes, enfin, ils sont un peu occupés ailleurs, et les Chinois sont en combat ouvert pour s'accaparer réellement et avoir la propriété de l'espace. Et d'après Jean-Pierre Bibring, contrairement à ce que l'on peut croire, ceux qui sont le plus en avance sur ce terrain, ce sont les Chinois. Il paraît que sur le plan de la recherche et sur le plan de l'astrophysique, ils sont facilement 10 ans en avance sur les Américains et beaucoup plus sur les Russes. Donc vous avez raison d'être très inquiet, parce que ce qui se présente, c'est évidemment une occupation militaire. Et comme Christophe le citait tout à l'heure au début, eh bien la propriété, c'est d'abord l'accaparement d'une terre. Mais l'accaparement de l'espace, c'est quelque chose qui est tout à fait parallèle dans sa démarche. Et c'est vrai que nous pouvons avoir, nous, ici, qu'un sentiment d'impuissance face aux forces qui, à ce moment-là, se déploient pour mettre ça en place. Mais c'est vrai qu'il y a aussi de quoi être profondément inquiet. Je suis d'accord avec vous. Oui, alors, donc, quand vous parliez de propriété dans l'espace, quand on est propriétaire de quelque chose, on a le pouvoir sur quelque chose. Donc en fait, quand on a du pouvoir, il y a une forme de puissance. Donc en fait, comment
faire pour faire évoluer ce concept même de propriété qui repose en fait sur le pouvoir et la puissance. Et justement, quand c'est le commun, ça ne repose pas sur la puissance, c'est une puissance collective. Voilà. La question des communs au sens large est une question fondamentale, mais c'est vrai que autant on peut voir que l'idée des communs peut fonctionner au niveau local, à un niveau plus réduit. Les gens gèrent les ressources et l'exploitation d'un lac, se donnent des règles, etc. Ça marche. Au niveau national, ça devient déjà plus compliqué. Et au niveau international, se dresse pour l'instant la falaise, le mur d'acier absolument lisse et infranchissable du capitalisme. Parce que tout le monde sait que les mers et les océans sont en train d'être transformés en égouts à ciel ouvert, qu'a priori ça devrait être un grand commun, mais c'est pas ça, que l'exploitation des fonds marins qui s'annonce annonce en même temps la catastrophe absolue que ce sera. Je me souviens avoir lu dans Manière de voir le truc du monde diplôme, il y a maintenant une bonne dizaine d'années, un article d'un biologiste américain qui annonçait dans 20 ans, il n'y aura plus un seul poisson dans les mers, plus un seul animal marin, etc. Ça m'avait semblé peut-être un texte d'alerte. En réalité, je pense que c'était une analyse assez juste de la situation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus un poisson que l'on pêche qui ne soit pas plein à la fois de mercure, de plastique, de choses comme ça. Donc on voit bien qu'on est en train là de détruire de façon irrémédiable ce qui se passe. Irrémédiable, je ne sais pas, parce qu'il y a eu un petit court-métrage qui était très intéressant, fait, vous savez, image par image, où on a imaginé ce que serait la Terre si soudain l'espèce humaine disparaissait. Et on voit au fur et à mesure comment la nature regagne absolument tous les territoires et redevient autre chose. C'est-à-dire ce qui détruit, eh bien, en même temps, il suffit de peu de choses pour que ça renaisse. Alors, ça pose la question, votre question pose la question des grands communs, que sont évidemment la Terre en tant que Terre, tout simplement, sur laquelle nous vivons, l'air, avec la question que posait monsieur sur l'espace, parce que l'air soit irrespirable, etc., ça aussi, ça nous est promis. Et puis les mers, les océans et la question de l'eau qui deviendra jour après jour la plus prégnante des questions auxquelles nous devons répondre. Alors, comment faire évoluer la propriété? Simplement, si j'avais la réponse, je vous le dirais. Simplement, je crois que déjà la première des choses est d'essayer de bien identifier les différentes formes de propriété et de combattre cette idée que il n'y aurait pas d'alternative à la propriété marchande, que nous serions condamnés finalement à cette quête mortifère du profit qui est le moteur même du capitalisme. Alors, chacun d'entre nous, à sa mesure et en tant que citoyen, peut s'y opposer. C'est un combat politique parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Sur ce problème des grands communs pose largement aussi la question effectivement du financement des transitions qui sont nécessaires. Et là, j'attire votre attention sur une théorie qui a été formulée depuis quelques années par l'École des mines de Paris, avec lesquelles on travaille, on échange régulièrement. Armand Actuel, Blanche Segrestin, Kevin Levillain, qui décrit en fait un mode de financement de la transition qui est différent de l'idée qu'on en a, qui est souvent l'idée de pollueur-payeur. Et eux ont développé une théorie alternative qu'ils ont retrouvée en fait dans les textes antiques et qui n'ont jamais cessé d'être appliqués, qui est ce qu'on appelle la théorie des avaries communes. Alors qu'est-ce que c'est que la théorie des avaries communes? C'est quand vous êtes dans un bateau et qu'il y a une tempête, le bateau risque de couler, donc situation qui dans les millénaires passés était très fréquente, moins aujourd'hui, mais enfin qui était quand même un cas de figure extrêmement banal. Eh bien, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait jeter une partie de la cargaison à l'eau pour essayer de sauver le bateau. Bien, alors, dans l'urgence, vous jetez ce qui est le plus lourd, ce qui est le plus simple à jeter, vous jetez. Et puis après, le bateau, si on a de la chance, il est sauvé. Vous arrivez au port, et là, on regarde qu'est-ce qui a été jeté. Et vous allez faire une répartition en fait du coût
qui est supportée par les marchands qui avaient ces marchandises sur le bateau, la répartition se fait au prorata de la valeur des marchandises transportées par chacun. C'est-à-dire que si vous avez transporté des marchandises qui représentaient 50% de la valeur de la cargaison, bien vous supporterez 50% des pertes dues à ce qui a été jeté. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour la transition écologique ? Celui qui doit supporter le prix de la transition écologique est celui qui bénéficie le plus de la transition écologique. Ce n'est pas forcément celui qui pollue le plus. Ça, c'est la théorie pollueur-payeur. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, qui bénéficions plus de cette situation, finalement, on doit payer plus parce qu'on est les plus grands bénéficiaires de la transition. Voilà, parce qu'on jouit de liberté sur la planète, parce qu'on a les moyens financiers de s'y promener, etc. On en bénéficie plus, donc on doit payer plus. Voilà, ça c'est la théorie des avaries communes. Je vous la soumets, on ne la développe pas spécialement dans le livre, on la mentionne, mais en fait c'est une théorie intéressante, alternative, j'attire votre attention dessus. Tout à l'heure, monsieur l'avocat a répondu à un intervenant qui se fasse maire pour résoudre, enfin se fasse élire maire, bon, pour répondre aux problèmes qui se posent dans la cité. Bon, il se trouve que j'ai été maire pendant 18 ans d'une commune périurbaine du pays d'Aix et que je me suis trouvé confronté de plein fouet. Et comme j'étais maire par accident, pas par vocation, c'était la grosse surprise, la première grosse surprise de mes 18 ans, c'est de me retrouver confronté aux propriétaires, justement, qui ont bien conscience de la notion de propriété, pour ne rien faire de leur terre, mais pour y interdire que quelqu'un fasse quelque chose. Et ça, ça a été le plus gros choc de mon début de petite carrière de maire. Voilà. Et donc, je vous assure qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Et faites-vous élire. Donc, je suis d'accord avec ce conseil-là. D'autre part, c'est Gérard Mondilla qui a parlé d'astrophysicien. Or, il y a un astrophysicien à la Porte Fleury qui m'est cher, c'est Hubert Rive, qui met en avant souvent un critère déterminant dans la marche de la planète. Il parle du PFH. Le PFH qui a beaucoup à voir avec la notion de propriété. Le PFH, c'est le putain de facteur humain. Réponse au propriétarisme. Alors, vous avez raison sur l'importance de la résistance du propriétaire. Au fond, c'est la question que vous posez du propriétarisme. Le propriétarisme, c'est l'idéologie du propriétaire propriétariste qui se tient à sa propriété et qui va expliquer que le monde, il est très bien, il peut évoluer comme on veut, mais enfin, d'abord, il y a sa propriété, charbonnier maître chez soi, on ne va pas y toucher. Et il y a un mystère du propriétarisme, c'est-à-dire que, comme vous l'indiquez, le propriétarisme est une philosophie extrêmement répandue. C'est-à-dire que vous vous y êtes confronté en tant que maire, je pense que vous n'êtes pas le seul à vous y confronter. Au niveau national, on va pouvoir s'y confronter quand on veut faire des réformes sur le droit de l'entreprise, on va pouvoir s'y confronter de 1000 façons. Or, le mystère du propriétarisme, c'est que c'est une idéologie de défense de la propriété qui existait au XIXe siècle, qui était nommée comme idéologie, ça s'appelait le propriétarisme. Vous ouvriez un dictionnaire, vous aviez le propriétarisme, voilà ce que c'est. Et au XXe siècle, le mot a disparu. Le mot a disparu. C'est quand même rare qu'un mot disparaisse. Hein, souvent, on les conserve. Vous ouvrez votre Grand Larousse, il n'y a pas d'entrée à propriétarisme. Vous ouvrez le Grand Robert, il n'y a pas d'entrée à propriétarisme. Vous ouvrez l'Encyclopédia Universalis, il n'y a pas d'entrée. L'Encyclopédia Britannica non plus. Alors ça pose une question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une idéologie très forte et qu'elle n'est pas nommée. Il n'y a pas de complot, hein. Il n'y a personne qui est allé en douce, évidemment, effacer les dictionnaires. Il se trouve que, au fond, c'est une idéologie extrêmement puissante qui est réussie à être parfaitement discrète, qui a réussi par la force des choses. Hein. C'est pas encore, je ne pense pas qu'il y ait rien de voulu là-dedans. Mais il se trouve qu'elle a été extrêmement discrète, et de par sa discrétion même, elle n'en est que plus puissante. Car il est beaucoup plus facile de contester une idéologie nommée qu'une idéologie innommée. Et pour nous, c'est une vraie question, on n'a pas de solution. Hein. On arrive c'est peut-être une des conclusions du livre, c'est une des interrogations à la fin du livre. On ne sait pas pourquoi. Alors, c'est un débat qui, en partie, le débat du propriétarisme, a été absorbé dans le débat libéralisme-marxisme, au fond.
Mais le débat libéralisme-marxisme, il touche à la propriété, mais il touche à beaucoup d'autres choses, et il ne touche pas complètement le sujet de la propriété. Et donc, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est faire revivre ce débat du propriétarisme. Alors c'est un débat, on n'est pas les seuls à le mettre en avant, hein. Thomas Piketty, dans Le Capital au XXIe siècle, en fait brièvement mention. Dans Capital et idéologie, qui est un livre extraordinaire, alors l'avantage, c'est qu'il est encore un peu plus long que Le Capital au XXIe siècle, il fait 1200 pages. Mais en fait, il dit des choses très très bien sur le propriétarisme, pas sur le problème que je pose, mais enfin, il pose des jalons pour essayer de reconstruire cette histoire du propriétarisme. Je pense que c'est un des défis contemporains pour, si on veut progresser dans la réflexion sur les inégalités, sur l'écologie, il faut repenser la propriété, mais donc aussi le propriétarisme. Sinon, on ne s'en sortira pas. Merci. Je voulais vous soumettre une idée que j'ai lue sur il y a pas mal de catalogues qui disent qu'en fait nos sociétés vont disparaître au profit de micro-sociétés qui auront en fait la propriété commune et plus la propriété individuelle comme fonctionnement. Moi, ça va ce que vous en pensez. Ce que vous décrivez, c'est très précisément ce que décrivait Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel d'économie, enfin, l'équivalent, sur les communs, parce que les communs, ce sont de petites entités qui gèrent en commun une ressource dont ils ont la charge. Alors, c'est très important, j'insiste sur le fait que ces entités se donnent des règles, qui sont des règles souvent très sévères, pour permettre ça. Alors, encore une fois, je crois que, et donc on peut supposer, je suppose que c'est ce que vous avez lu, que ces petites entités, finalement, se fédèrent et puis finissent par fonctionner les unes avec les autres dans, au fond, une sorte de projet qui pourrait être un projet anarchiste de fédération, de petites entités, etc. C'est vrai au niveau, je le disais tout à l'heure, c'est vrai à un niveau local. C'est beaucoup plus difficile d'imaginer ça à un niveau national. Parce que, je peux poser la question de l'enseignement, on peut se poser la question de la médecine, on peut se poser la question de la police, on peut se poser la question de l'administration, etc. C'est très difficile de ne penser que ça ne peut fonctionner que sur un petit cercle, aussi vertueux soit-il. Donc je pense que c'est une des pistes importantes de transformation de notre société, qu'en tout cas cette idée essaye de remettre au premier plan l'idée que les biens communs devraient primer ou primeront sur le profit individuel. Et je crois que sur le plan intellectuel, sur le plan philosophique, sur le plan politique, c'est là la grande force des communs, c'est de remettre ça au premier plan. On pourrait rajouter toujours dans une perspective anarchisante l'idée du refus de parvenir. Vous avez parlé au début brièvement de la propriété du corps, au décor. On a parlé beaucoup de la propriété autour des choses, des objets, etc. Est-ce que vous pourriez revenir sur les enjeux actuels, justement, sur la question de la propriété du corps, la propriété du corps au décor, en dehors de l'esclavage qui paraît la notion la plus évidente, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects qui sont importants aujourd'hui pour vous? On est parti d'une question qui paraît une sorte de question que l'on peut se poser entre amis, qu'on peut se poser à soi-même, est-on propriétaire de son propre corps? Alors là aussi, les réponses sont évidemment multiples et sont d'autant plus multiples si l'on s'intéresse à d'autres civilisations que la nôtre, d'autres formes d'organisation de la société que la nôtre. Je pense à l'économiste togolais qui est dans une série, Kako, qui a très bien expliqué que la propriété du corps dans la société africaine, au fond, n'avait pas grand-chose à voir avec ce que l'on peut penser, nous, de la propriété de notre propre corps. Et quand on parle de la propriété du corps, on voit immédiatement tomber tous les dominos, parce que ça pose la question, évidemment, de la prostitution, de la procréation assistée, de la vente d'organes.
Et cette question-là de la vente d'organes est pour moi exemplaire des problèmes de propriété. Parce que un certain nombre de théoriciens, dont au moins 2 ont eu un prix Nobel d'économie, toujours, ont défendu l'idée que finalement nous sommes propriétaires de notre corps et donc nous sommes libres de vendre des parties de ce corps. Et qu'à partir du moment où on vend une partie de ce corps, on rentre dans un système juridique puisqu'on demeure le sujet de droit et que l'organe vendu devient un objet de droit. Donc on est absolument dans le rapport de propriété. Alors, ce qu'on peut voir ça, évidemment, ça peut faire dresser les cheveux sur la tête parce qu'ils excluent totalement la question sociale et la question morale, puisque, bien entendu, chacun d'entre nous se dit immédiatement que ceux qui sont contraints de vendre un rein, un œil, je ne sais quel morceau d'eux-mêmes, doivent être poussés au dernier stade de la misère pour en arriver là. Et ça, cette question, elle est complètement écartée. Les 10 chercheurs, pensant que, bien entendu, ils savent qu'il existe un marché noir des organes, et eux plaident pour un marché organisé, pour rentrer dans un système commercial traditionnel. Ils ne pensent pas qu'eux pourraient vendre leurs propres organes, ça n'existe pas. Et moi, je pense que c'est là qu'on voit de la façon la plus crue et la plus cruelle cette perspective néolibérale ou ultralibérale de la marchandisation absolue de toutes les activités humaines et de l'humanité elle-même. Rien ne doit échapper au commerce et rien ne doit être fait soit par, je ne sais pas, par générosité et au contraire, tout doit rapporter. Donc c'est ça la grande question, c'est en luttant contre ça, bien, on lutte contre justement cette propriété marchande et cette marchandisation du monde. D'ailleurs, on a insisté sur un point qui est très intéressant, c'est que pendant longtemps, une des grandes revendications des mouvements féministes, ça a été « mon corps m'appartient », ce qui était tout à fait légitime, etc., ce qui signifiait voilà, tout simplement que nul ne devait avoir la main sur le corps des femmes, ni l'État, ni l'Église, ni l'époux, ni qui que ce soit. Eh bien, désormais, ces mouvements féministes ont fait un pas en avant, parce que la conscience a été vite prise que de dire « mon corps m'appartient », c'était déjà penser à son corps comme un objet. Et que cette transformation du corps en objet le faisait rentrer implicitement dans le cycle de la marchandise. Et donc maintenant, les revendications sont des revendications à la vie comme catégorie supérieure à celle de la propriété. Et je crois qu'on voit bien là aussi toutes les questions qui se posent à ça. C'est pour ça qu'aussi bien dans la série que dans le livre, on a beaucoup insisté sur ces questions-là, parce que c'est celles qui nous touchent très directement, sur lesquelles on peut se reconnaître. Et vous avez cité la question encore plus grande qui se cache derrière ça, qui est la question de l'esclavage, de son histoire jusqu'à la période contemporaine, et de ce que signifie là aussi à la fois économiquement, politiquement, philosophiquement, de posséder le corps d'un autre ou d'une autre. Et là aussi, dans le livre, on a développé de façon très approfondie, surtout sur le plan de l'histoire. Oui, sur l'esclavage, c'est vrai que on l'a examiné de très près, et ce qui en ressort et ce qui est très frappant, c'est qu'au fond, l'esclavage, jusqu'au XIXe siècle, était le régime normal de fonctionnement de l'humanité. Ce n'était pas une exception, on va dire, dans l'imaginaire collectif. L'esclavage, c'est plutôt le monde antique, c'est peut-être le monde arabo-musulman, et puis c'était l'esclavage dans les colonies, aux Antilles, aux États-Unis, enfin aux Amériques, au Brésil. En réalité, on voit qu'il y a un continuum. Et on retrouve de l'esclavage, par exemple, à Venise, au XVe siècle, hein, vous êtes en 1450, et on cite une lettre où, voilà, c'est un jeune couple, ils ont l'air tout à fait de s'aimer, ils ont 2 petits-enfants,
et la femme écrit à son mari en disant voilà, le petit Aldo va avoir 4 ans, bah, pour le distraire, ça serait bien que tu ailles au marché et lui acheter une petite esclave. Et on est en 1450 à Venise. Donc on n'est plus dans l'esclavage antique, on n'est pas dans l'esclavage des colonies, on est au cœur de l'Europe. Voilà. Et donc on voit qu'en fait il y a ce continuum d'esclavage qui va poser question. Alors un autre exemple, c'est que avec l'esclavage, il y a la pratique de la castration. Les eunuques sont une catégorie d'esclaves qui traverse toute l'histoire de l'esclavage. Et notamment, on capturait au Moyen-Âge des personnes à l'est de l'Europe, on les castrait, et puis ils étaient vendus en Andalousie, et puis dans le monde arabo-musulman, et aussi d'ailleurs à Byzance, à Constantinople plutôt. Et donc, le Centre international de la castration des esclaves, c'est une ville, au XIIe siècle, c'est une ville qui aujourd'hui est très connue, mais pour d'autres raisons, c'est Verdun. Verdun est le Centre international de la castration des esclaves aux alentours de 1200. Voilà, donc on a un continuum de l'esclavage. Alors ça pose une question, pourquoi on s'intéresse à ça? Parce qu'au fond, on peut se demander s'il n'y aurait pas aujourd'hui un régime, et je vais mettre des guillemets, néo-esclavagiste. Alors, un régime néo-esclavagiste n'est pas un régime esclavagiste. Aujourd'hui, l'esclavage est interdit partout. Il reste, d'après les organismes internationaux, à peu près 50 millions d'esclaves dans le monde, mais c'est condamné partout. Ce ne sont pas des esclaves au sens qu'un État reconnaîtrait juridiquement le droit d'être propriétaire d'un autre individu. Mais il y a en fait à peu près 50 millions de personnes, c'est des estimations, dans la situation d'esclavage. En revanche, on peut se poser si, d'un point de vue juridique, la logique de l'esclavage ne s'est pas poursuivie aujourd'hui dans le cadre de la division internationale du travail. Et on fait une analyse structurelle de ce que c'est que l'esclavage à travers les siècles pour voir si on peut trouver des parallèles qui feraient qu'on aurait quelque chose qui ressemblerait, qui ne serait pas l'esclavage antique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas la possibilité d'aller dire je vais tuer quelqu'un, je vais le torturer. Enfin, comme voilà, l'esclavage antique, c'est ça. Hein. C'est le maître de maison, par exemple, si on doit faire témoigner un esclave, voilà, j'ai un conflit avec mon voisin pour savoir s'il me doit de l'argent. Je vais voir le prêteur, c'est-à-dire le juge, je fais témoigner un esclave, il y a une obligation de torturer l'esclave. Je ne peux pas l'interroger sans le torturer. Voilà. Donc ça n'existe plus. C'est clair que ces règles n'existent plus là. Mais est-ce que, comme on a eu dans les styles grecs, l'ordre dorique, ionique, corinthien, voilà, est-ce qu'on n'est pas passé d'une forme d'esclavage à une forme de néo-esclavagisme qui reprendrait certains de ces traits? C'est une hypothèse de travail, on le prend avec des pincettes parce que l'esclavage est quelque chose de très violent, on ne peut pas simplement le mettre à toutes les sauces pour faire joli. En revanche, on peut essayer de réfléchir à ce que c'est qu'exactement l'esclavage et est-ce qu'on n'a pas recréé quelque chose qui s'y apparenterait. Voilà. Apprendre comme hypothèse de travail, comme mode de réflexion sur la division internationale du travail au regard de la logique propriétaire. Ça permet de penser un peu les choses différemment. Voilà. Est-ce que vous aviez encore des questions? Une dernière? Allez. Je reviens en arrière. Moi, c'était simplement une question que je voulais poser à un historien. Je n'ai toujours pas compris comment le monde féodal a réussi à s'approprier toutes les terres de France, mais pas seulement de France, en Europe, sur d'autres continents aussi, en Inde, peut-être en Chine, etc. Comment ils ont réussi, sans forcément se battre avec le voisin? J'ai compris que pour les Romains, ce sont des conquêtes militaires. On offrait, en trophée pour les généraux, on offrait donc des terres. Ici, par exemple, mais le monde féodal, comment a-t-il pu se construire des principautés, des duchés, etc. J'arrive pas à comprendre ça. Alors, il y a une appropriation du monde bien avant le monde féodal. C'est-à-dire que on ne peut pas répondre à votre question parce que l'appropriation, elle est bien antérieure. Si vous regardez le monde mésopotamien, le monde est déjà largement approprié, sauf les régions où il n'y a personne. Alors ça, c'est progressif, mais c'est assez simple. Vous allez quelque part, il n'y a personne, et vous l'appropriez, voilà. Et quand on dit il n'y a personne, encore faut-il qu'il n'y ait pas un seigneur qui dise, écoutez, il n'y a personne, mais enfin, c'est quand même la forêt sur laquelle je règne, vous ne pouvez pas vous y installer. Donc cette appropriation elle est plus ancienne et le monde féodal n'a pas là-dessus inventé quoi que ce soit. Ils ont poursuivi ce qui existait déjà
à savoir, progressivement, le monde a été approprié. Mais c'est progressif. En l'an 1000, en Europe, il y a 20 millions d'habitants. Donc l'appropriation, c'est largement le défrichage. En 1500, il y en a 50 millions pour toute l'Europe. Donc il y a beaucoup d'espaces qu'on peut s'approprier, sans violence, hein, simplement parce qu'on va s'y installer. Et puis il y a toute l'appropriation violente qu'on a décrite, hein, sur les communs qui existent, hein, parce qu'évidemment c'est les meilleures terres qu'on s'approprie d'abord. Donc les communs vont être sur les meilleures terres, on va chasser les gens des communs qui ont les meilleures terres, on va leur dire allez défricher la tourbe, là, allez creuser, irriguer, ou voilà, enlever l'eau, et puis vous pourrez récolter. Mais dans tout ce processus-là, l'essentiel, c'est que ça s'est fait progressivement sur des milliers d'années. Et progressivement, tout le monde a été approprié, ce qui pose la question essentielle au regard de la propriété, et qui est la question de l'injustice fondamentale de la propriété. À partir du moment où il y a une propriété, il y a des gens qui ont, et ces gens qui ont excluent ceux qui n'ont pas. Et quand vous naissez dans un monde où l'ensemble du monde est approprié, bah vous naissez dans un monde où tout d'un coup tout appartient à quelqu'un, et vous arrivez dans ce monde et ça ne vous appartient pas. Voilà. Et donc ça, c'est tout le problème fondamental de la propriété. Le théâtre, où les places sont déjà prises. Voilà, vous arrivez dans un théâtre, et dans ce théâtre, toutes les places sont prises. Voilà, c'est ça l'idée fondamentale de la propriété et de la complexité de le penser. Et peut-être juste comme perspective pour conclure notre rencontre, c'est vrai qu'à travers tout ça, la question très profonde est la question de la violence. Parce que, en tant que telle, ontologiquement, la propriété exprime de la violence. Ce qui est à moi n'est pas à toi. Et je crois qu'il faut bien lire cette histoire à travers cette histoire de la violence qui remonte à la nuit des temps et qui arrive jusqu'à aujourd'hui dans cette salle. Alors, je vous rappelle que vous pouvez retrouver Gérard et Christophe derrière. Ils ont accepté de dédicacer leur livre et de discuter. Je voudrais vous faire une déclaration sur l'actualité qui est sur certains points assez préoccupante, et je vous propose la déclaration de Philippe Descola, qui est anthropologue et professeur au Collège de France en ce qui concerne les soulèvements de la Terre. Alors voilà ce qu'il dit, c'était avant-hier sur France Inter. Ça veut dire que progressivement, et suite à des transformations profondes de notre système juridique, sont nées des lois d'exception qui ont été passées pour lutter contre le terrorisme. On s'aperçoit que ces lois servent aussi à criminaliser la protestation citoyenne ordinaire. Autrement dit, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant parce que ça rappelle ce qui est en train de se passer dans certains pays européens, c'est-à-dire le triomphe de régimes illibéraux qui utilisent des moyens juridiques et officiellement démocratiques pour museler leurs citoyens. Je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Un mouvement de ce type-là, on ne peut pas le dissoudre. C'est un mouvement de protestation générale. La répression qui s'exerce contre eux ne peut que contribuer à renforcer leur détermination. Les anthropologues ont un terme pour cela, ça s'appelle la schismogénèse complémentaire. Schismogénèse complémentaire. Ah oui. C'est un terme savant et ça veut dire que certains types de comportements se renforcent les uns les autres par antagonisme. Je vous remercie.